pour plusieurs raisons. D'une part, pour éviter que la couronne de France ne tombe entre les mains anglaises, mais elle pouvait très bien ne pas y tomber sans pour autant que Orléans soit assiégé ou délivré. Donc ça n'avait pas vraiment de rapport. Le duc d'Orléans, héritier de Louis assassiné, c'est son fils officiel, Charles d'Orléans, le poète, était prisonnier à Londres depuis la bataille de Zincourt, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années. Il n'y avait pas de presse. Il reviendra d'ailleurs quelques années plus tard encore. Et la ville, elle faisait elle vaquait à ses occupations, elle payait ses impôts, ça payait sa rançon. Il n'y avait pas de raison particulière de venir y mettre le siège. Sauf si on considère que les Anglais ne sont pas venus pour prendre Orléans, mais pour prendre le siège de Sion. Parce que qui dit siège se trouvait dans l'église Saint-Vincent. Or, c'est effectivement bien dans l'église Saint-Vincent, comme je disais tout à l'heure, que Jeanne a fait sa toute première visite en arrivant avec les chariots d'approvisionnement, avant même la bataille, alors que logiquement, elle aurait dû aller voir soit les échevins à l'hôtel de ville, soit l'évêque à la cathédrale, qui est la plus grande église. Non, elle est allée à Saint-Vincent. Et je disais, elle a fait parvenir un message un petit anneau d'or à la veuve de Duguesclin. Donc, qui dit cette église de Saint-Vincent étant le siège international de l'ordre de Sion, qui dit siège international dit archive. Archive égale secret. Est-ce que les Anglais s'intéressaient davantage à la richesse orléanaise ou au secret détenu par Sion? Moi, je pense que peut-être Jeanne d'Arc n'est pas venue délivrer, empêcher que les Orléanais soient colonisés, mais elle est surtout venue sauver le siège de Sion. Et pourquoi je dis ça? Parce que, d'abord, cette première visite qu'elle fait, là, c'est déjà un petit peu étonnant. Bon, mais ensuite, elle est particulièrement calée, je dirais, en termes d'artillerie ou de manœuvres militaires, des choses comme ça. Je veux bien que les gens qui venaient régulièrement à Don Rémy, dans les forteresses, les éduquer, lui donner une certaine instruction militaire, mais on ne pouvait pas donner une instruction militaire sur des choses qu'on ignorait encore. Or, comme vous faisait remarquer autrefois Alain Benajam, effectivement, l'artillerie, c'est quelque chose de très nouveau. Et la bataille d'Orléans, il y a une espèce de basculement au niveau de la stratégie militaire. Donc, ça suppose que des gens connaissaient la manipulation de l'artillerie pour la lui apprendre quelques années en avance. Ça fait probablement partie des nombreux secrets que devaient conserver les archives qui étaient là. Ok. Jeanne arrive, en une semaine c'est plié. Je laisse le soin de donner les détails à Alain, qui est parfait de ce point de vue. Et moi, je vais continuer un peu plus en allant un peu plus loin, et en faisant passer un peu le temps. Elle délivre donc Orléans. Les Anglais n'insistent pas, hein, ils se lèvent le matin de dimanche du 8 mai, et puis ils se rangent en ordre de bataille, et finalement, hop, ils disent bon, c'est pas la peine, on ne va pas insister, on s'en va. On va plus faire une bataille, et pourquoi pas
continuent de gagner. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, ils font demi-tour, ils s'en vont, et puis ils abandonnent la place. Et ils s'en vont donc à Main-sur-Loire, à Beaugency, Jeanne et tout le monde, ces soldats les poursuivent, ils vont ensuite, les Anglais vont se sauver vers le château de Puiset, à Janville, mais ils n'auront pas le temps d'y arriver, ils vont être rattrapés à Patay, et là c'est la bataille formidable, voilà, ils gagnent tout, et les Anglais sont écrasés. Très bien, à partir de là, le dauphin se dit, bon ben, on a bien travaillé, là on va se reposer un petit peu maintenant, on a fait beau, on va se reposer un peu sur les bords de Loire, il y a la Tréboul, il a fait un château justement à Sully, on va être bien, on va prendre un petit peu de repos, et puis bon, on a déjà gagné le principal, après ça va tomber comme des dominoes, on va continuer comme ça. Et ça, le patron, oui, mais bon, elle se plie un petit peu au désir du prince, et puis donc ils vont se reposer un moment au château de Sully qui appartient à la Trémouille, dont justement Alain disait un peu des doutes sur la dernière mission, des doutes qu'il avait par rapport à Jeanne. Pour moi, il n'en a aucun. La Trémouille est un descendant direct des fondateurs du Templier, de Craon, exactement au même titre, c'est-à-dire c'est le cousin de Gilles de Rais, qui en descend de la même manière, et que Gilles de Rais était le neveu de Duguesclin. Oui. Bon. Alors, tout ça, c'est toujours de la famille. Hein. Ouais, c'est reste en famille. Oui, oui. Et puis, il y a une chose qu'il faut peut-être signaler aussi, c'est que je n'arrête pas de parler de Templiers depuis tout à l'heure, je dis un tel Templier, etc. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, je ne dis pas régulièrement les manuels scolaires, on vous apprend que du côté anglais, côté anglo-bourguignon, il y avait donc les partisans du duc de Bourgogne, et lui, il y avait une certaine justification pour se prétendre éventuellement héritier de la couronne de France, mais du côté de Charles VII, du côté du dauphin, il y avait ce qu'on appelait les Armagnacs. Or, il n'y a pas, à ma connaissance, aucun prétendant quelconque de ce côté-là, sauf que la charte de l'Arminius, dont je parlais tout à l'heure, qui a été révélée peut-être à la fin, à l'époque de Napoléon, dans cette liste, au moment, à l'époque de Jeanne d'Arc, il y a 3 comtes d'Armagnac successifs qui sont les grands maîtres du temps. Temps occulté, mais qui existent toujours. Il existe toujours, hein. Alors, si on traduit le terme Armagnac par Templier, ça veut dire que pratiquement les 3/4 des compagnons de Jeanne d'Arc sont des Templiers. Et comme vous avez remarqué, effectivement, une fois, il y avait le premier qui a passé le pont, c'était un chevalier de Rhodes, il y avait plein d'autres chevaliers qui sont des chevaliers dans les chroniques, dans un tas de documents qui se réfèrent à cette période-là, notamment dans la magistrale pièce de théâtre qui a été entièrement payée et montée par Gilles de Rais après, où on l'appelle Jeanne princesse, et où il y a plein de chevaliers espagnols, écossais, italiens, etc. C'est tous des chevaliers, on ne dit pas de quoi, mais c'est tous des chevaliers. Moi, je traduis assez vite. Bon, peut-être que je vais trop vite, je ne sais pas, je ne suis pas omnibulé par le temps, mais c'est vrai que c'est passionnant. Et donc, voilà, on se rend compte que beaucoup de ses compagnons étaient des Templiers,
et que les 3 grands maîtres de l'époque, c'était 3 comtes d'Armagnac. C'était pas seulement les grands maîtres, il faut que les Templiers avaient, depuis un siècle, qu'ils avaient été soi-disant abolis, et il y a longtemps qu'ils avaient abandonné les vœux de chasteté et compagnie, ils se mariaient. Oui. C'était de passer dans le siècle, et donc ils avaient une vie comme tout le monde, et ils se mariaient, donc ils faisaient comme la plupart des nobles, ils essayaient de marier leurs enfants pas trop mal, et il y avait une comtesse Bonne de Berry, je crois qu'elle était comtesse, qui avait réussi à marier sa fille avec je crois que c'était avec René d'Anjou. Oui, la sœur de René d'Anjou était mariée au dauphin, et René d'Anjou lui-même, non, c'était pas René d'Anjou. René d'Anjou avait épousé la fille du duc de Lorraine. Bonne de Berry a donné sa fille à quelqu'un d'important également dans l'histoire. Je suis là, je vous le retrouverai dans le livre. Hein, et ensuite, elle était devenue veuve et elle a épousé l'un des comtes d'Armagnac, donc grand maître du temple. Mais cette Bonne de Berry avait eu également un fils. C'est son premier mariage, lequel fils était devenu, un peu plus tard, duc de Savoie. On va le laisser de côté pour l'instant, on y reviendra plus tard. Il faut savoir que, je veux dire, que ces gens-là, c'est quand même, c'est une histoire de famille. Je dirais même, peut-être de 5 familles. En tout cas, après la bataille d'Orléans, il en gagne 2-3 autres, et puis ils vont se reposer à Sully-sur-Loire. À côté de Sully-sur-Loire, il y a une abbaye qui s'appelle Saint-Benoît. Exactement l'abbaye de Fleury, à l'époque, qui s'appellera Saint-Benoît parce que c'est les bénédictins qui ont fait venir les restes de Saint-Benoît qui sont allés chercher en Italie, enfin bref. Aujourd'hui, c'est connu comme Saint-Benoît. Et un jour du mois de juin, 1429, donc à peu près un mois après la délivrance d'Orléans, le 21 juin, plus exactement, c'est pas anodin, parce que le 21 juin, c'est pas le solstice, oui, c'est le solstice, c'est pas l'équinoxe, c'est le solstice, et non seulement c'est le solstice, mais c'est également, à l'époque, on parlait du calendrier au début, c'est également le jour de la Saint-Jean. Et donc, c'est le jour de la Saint-Jean aussi. Oui. Et donc, forcément. Et c'est ce jour-là particulièrement que Jeanne demande au dauphin de concrétiser la promesse qu'il lui a faite. Elle lui avait demandé auparavant, à Chinon, ou je ne sais où, s'il lui ferait un cadeau de ce qu'elle demanderait sans savoir à l'avance de quoi il s'agissait. Il lui a dit oui. Et puis, entre-temps, elle avait conquis, gagné des batailles et tout ça, et il ne pouvait pas lui refuser. Il était obligé de honorer sa promesse. Donc, dans l'abbaye de Saint-Benoît, elle lui rappelle cette promesse et lui dit, bon, ben, maintenant, j'en reviens que tu réalises. Alors, il dit, bah, d'accord, et elle lui demande rien moins que son royaume. Donc, il tombe des nues, bon, il ne peut pas faire autrement, il doit honorer, il dit ok. Alors ça, c'est l'histoire qu'on nous raconte, justement, dans le fameux document qui se trouve à la bibliothèque
du Vatican. C'est raconté par quelqu'un qui est un ecclésiastique, donc il faut le prendre peut-être avec le ton qui convient. Est-ce que le dauphin a vraiment tombé de sa chaise quand il lui a demandé ça, ou bien est-ce que c'était des différents quelque chose à quoi il s'attendait? Bon, peu importe. En tout cas, il lui dit, ok, Jeanne, mon royaume est le tien. Donc, elle fait noter par les notaires qui se trouvaient là, les secrétaires, etc. Et dit, notez bien, Charles me donne son royaume. Donc, Jeanne est restée quelques instants reine de France. C'est un truc que, déjà, c'est des gens qui imaginent ça. Une petite bergère sur les ans, je veux bien. Et elle dit, bon, bah maintenant, puisque tu viens de le donner, moi je l'offre à mon roi du ciel. Et dans lequel, c'est vrai, dans l'instant qui suit, elle est seule à entendre. Alors, est-ce que ça, c'est encore vrai ou en tout cas, sur ordre, c'est une voix qu'elle est seule à entendre, elle leur redonne au dauphin le royaume qu'elle vient de recevoir, puis d'offrir et de recevoir à nouveau. Elle le reconfie au dauphin, mais en tant que lieutenant sur terre du roi du ciel, et non plus en tant que propriétaire du royaume. Et ça nous fait remonter au niveau législatif 1000 ans à l'arrière. Parce que c'est la façon de procéder qui existait au temps de Clovis, où les charges n'étaient pas héréditaires. Mais d'abord, Clovis était un roi élu. Ensuite, tous ces barons, ducs, marquis, etc., c'est des charges qu'on leur confiait avec les bénéfices. Mais s'il y avait une malversation, s'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, qui n'était pas droit, on leur retirait la charge et les bénéfices. C'était pas héréditaire à l'époque. C'est seulement à partir de Charlemagne, à peu près, que les charges, donc les privilèges, vont devenir héréditaires. Et là, ça touche, ça change tout au niveau de la gestion d'un royaume. Parce que, voilà. Et oui, ça change tout. C'est comme si nos députés étaient députés de père en fils de manière automatique. Bon, vous en avez déjà beaucoup. Mais voilà, alors à partir du moment où Jeanne reconfie le royaume au dauphin, mais en tant que lieutenant sur terre du roi du ciel, ça veut dire que dans son esprit, elle veut faire changer la société. Et oui, oui, parce que, ah oui, d'accord, oui, on n'est plus dans l'hérédité, c'est-à-dire... On n'est plus dans l'hérédité, on n'est plus dans la propriété personnelle. Et ça fait une certaine différence. Il ne faut pas confondre recettes et bénéfices. Hein. Ouais, voilà, c'est tout le problème. Et donc, c'est quelque part, je dirais, révolutionnaire. Et c'est très certainement pour ça que les gens qui entouraient le dauphin et le dauphin lui-même faisaient peut-être un peu de grismine après et hésitaient à suivre. Bon, elle avait fait le boulot, c'était bien, mais elle voulait continuer à chasser l'anglais. Les autres, ils ont dit, oh là là... oui, il y a d'un mauvais œil à la cour, apparemment. Ben oui, ils n'étaient pas trop chauds parce que c'est vrai qu'elle apportait une façon de penser un petit peu qui dérangeait, quoi. Et donc, elle a voulu continuer. Bon, bref, elle emmène quand même le dauphin jusqu'au Sacre à Reims. Entre parenthèses, le Sacre à Reims, c'est des gens, encore une fois, des Gilles de Rais, des La Hire, etc., qui vont aller chercher la Sainte-Ampoule, qui date de Clovis,
pour faire l'onction. Voilà, parce qu'on Voilà. doit moindre les rois, Voilà. c'est bien ça, c'est sinon ils pouvaient Ah, pas absolument. se prétendre roi. Voilà. Et donc, là encore une fois, on a un lien direct avec, on dirait, tous les rois successifs qui sont faits sacrés par cette même onction, c'est un grand pôle. Mais bon, là, c'est quand même à la suite de Jeanne d'Arc, il l'a emmené là, quoi. Elle a emmené en plus de Bourges à Reims. Elle l'a emmené de Bourges. Oui, Et oui. il passe de ville en ville, parce qu'il y a plein Il passe d'anecdotes. de ville en Il y a ville, des oui, villes oui. vertes qui les accueillent bien, puis il y a des villes, je crois, il y en a 3 Oui, oui. justement, qui ferment les portes. Oui, qui font un peu, oui, oui. Mais bon, je résume un petit peu pour aller vite, parce que finalement, ce qui est important dans l'histoire, c'est pas tellement le sacre en lui-même, c'est pas tellement la démarche pour aller jusqu'à là. J'aurais pu aussi parler de la manière dont est venu de Don Rémy à Chinon, en passant par des lieux aussi intéressants, mais bon, je vais pas vous faire le bouquin, il y en a 600 pages. Hein. Par contre, tous ceux que ça intéresse, ils peuvent retrouver les détails là-dedans. Mais là, je résume, et donc, après ce sac, ils vont se reposer à nouveau. Jeanne a envie d'aller encore une fois délivrer Paris, Compiègne, etc. Et bon, il y a des choses qui vont aller beaucoup moins bien parce que le dauphin est moins chaud. Elle lui a bien fait comprendre qu'il était que gestionnaire, plus tellement roi. C'est le genre d'observation qu'on doit avoir du mal à avaler quand on se croit roi. Et donc, lui, il met un peu la pédale douce et puis il va essayer de négocier ici et là, alors qu'elle veut continuer. Bref, elle échoue devant Paris par la faute de Charles VII. Par la faute de Charles VII. Elle rappelle son armée, vous savez. Absolument. Elle veut continuer à aller jusqu'à Compiègne, et là, on lui perd le porte-monnaie au moment où elle est prise, et même que son entourage est un peu content qu'elle soit prisonnière. Oui, oui. Ils étaient soulagés, limite, là, par exemple. oui. Bref, elle est prise, et vendue d'abord par l'officier qui l'a attrapé. Il vend, lui, d'abord au duc de Luxembourg, au baron, au comte de Luxembourg. Je sais plus si c'était comte ou baron. Lequel l'a fait très bien. Prenez l'art de marque. Non pas forcément pour ce qu'elle est vraiment, mais de toute façon, au moins pour ce qu'elle vaut. Et donc, il la protège assez clairement. Il fait passer par différents endroits. Il la fait bouger beaucoup pour pas qu'on vienne de lui piquer. Et en ce temps-là, il entame les négociations avec l'évêque de Beauvais. Pourquoi l'évêque de Beauvais? Parce que là où Jeanne se fait prendre, elle avait franchi une rivière, à la sortie de, comment s'appelle la rivière qui passe à Compiègne, l'Oise, ouais. Et d'un côté, c'était la juridiction de l'autre côté de la rivière, c'était la juridiction de l'évêque de Beauvais. Et donc, l'évêque de Beauvais étant Pierre Cochon, il venait juste d'être nommé là. Le hasard fait quand même bien des choses. Elle se fait prendre sur la rive, sur la berge qui concerne la juridiction de Beauvais. Donc c'est Pierre Pierre Cochon qui est l'évêque, donc qui va statuer sur voilà, c'est lui qui voilà. Et le comte de Luxembourg donc négocie avec Cochon
pour que ce soit lui qui conduise il veut la vendre aux Anglais, mais il faut que ce soit Cochon qui conduise le procès d'un bout à l'autre. C'est étonnant, ça aussi. Si j'ai quelqu'un que je veux vendre, je m'en fous. Du moment que j'ai mon argent, du moment que tu me payes ce que je te demande, tu fais ce que tu veux avec. Non, là, il négocie avec l'évêque Cochon, qui est par ailleurs en lien avec la Sorbonne à Paris, mais qui est aussi légat du pape d'Avignon. Il a plusieurs casquettes, Cochon. C'est un personnage très habile. Et donc il négocie avec Cochon la rançon de Jeanne. Bon, finalement, après un certain nombre de détours par différents chemins jusque dans le Pas-de-Calais, il redescend. Elle arrive à Chinon, elle arrive à Rouen, et là commence le procès. Et quand on lit le procès, parce qu'on en a, parce que évidemment toutes les minutes en français ont disparu, ça c'est complètement, c'est même très embêtant. Donc on a, pour se faire un petit peu une idée de ce qui s'est passé, on a les minutes, la traduction des minutes elles-mêmes traduites en latin à partir des minutes françaises qui ont disparu. Alors, il faut bien effectivement se rendre compte que c'est pas forcément très fidèle. En tout cas, si on se fie à ce qu'on a, on se rend compte que le procès est mené de telle manière que toutes les questions qui sont posées par Cochon, à toutes ces questions, Jeanne répond d'une manière ambiguë, où chacun peut comprendre de plusieurs manières, voilà. Et nulle part il est question d'hérésie, en fin de compte. Il n'y a que les Anglais qui voudraient que Jeanne soit une hérétique. Parce que ça les arrangerait bien, ça dévaluerait le couronnement de Charles VII. Mais nulle part dans ce procès, il n'est question d'hérésie. On lui demande qui sont ses voix, comment sont habillés les personnages qu'elle a vus, comment s'est passé son entrevue avec le roi. Des fois, elle ne répond pas, elle dit non, moi je vous réponds à ça, mais je vous répondrai pas à ça. Oui, c'est très... c'est très curieux. On sait comment ça finit, finalement. Elle signe, parce que la seule chose qu'on peut lui reprocher, vraiment avec preuve, c'est le fait qu'elle soit habillée en homme, et donc elle accepte d'abjurer ses voix, et elle promet de ne plus s'habiller en homme. Bon voilà, on lui fait signer un papier, alors... Alain dit que c'est un 0, moi je veux bien, moi j'ai toujours vu, c'est une croix, peu importe, c'est juste la même chose, quoi. Alors qu'elle savait parfaitement signer Jeanne, signer une croix, c'est faire, voilà, un bras d'honneur, hein. Et donc, elle promet, elle s'habillera plus en homme. On la reproche, c'est ça, on lui reproche de s'habiller en homme. Oui, parce que le reste, on ne peut pas le prouver. On peut rien prouver. Ouais. Voilà, la seule chose qu'on peut prouver, c'est que c'est habillé en homme. Et ça, c'est formellement interdit par l'Église. C'est pas bien. Vous savez quoi. Il y a certains pays musulmans où on a encore lapidé des femmes pour ça, il n'y a pas longtemps. Ben, à l'époque, chez nous, c'était la même chose. Voilà, on les lapidait pas, on les brûlait. Ah, c'était vraiment grave, quoi. Ça, non, enfin, on les brûlait pas, non.
on les condamnait à la prison à vie, au pain de, au pain de malheur et l'eau, je sais plus, il y a une formule. Par contre, elle aurait pu, effectivement, si elle s'était contentée de ne pas remettre les habits, elle aurait été condamnée quand même, parce qu'on condamnait quand même, mais seulement à la prison à vie dans les prisons ecclésiastiques, dans les prisons d'église. Mais, comme on s'est arrangé pour lui faire peur et lui piquer ses habits de femme et lui remettre à la place des habits d'homme, elle a été obligée de se rhabiller en homme, malgré la promesse qu'elle avait faite. Et là, le relapse, c'est le manque de parole, ça c'est directement le bûcher. D'accord. Donc en plus, on lui a fait un sale coup parce qu'on a On lui a fait voilà, ses habits. absolument. Alors, on lui a fait un sale coup. Est-ce qu'on lui a vraiment fait un sale coup? La question est là. On a fait un sale coup à quelqu'un. Ça c'est sûr, parce qu'il y a bien quelqu'un qui a été brûlé. Mais, est-ce qu'on lui a fait un sale coup à elle? J'en suis pas certain du tout. Puisque, comme un certain nombre d'auteurs le disent, et y compris des historiens, ils ne sont pas toujours d'accord. Il y a les historiens bâtardisants, puis les historiens survivistes. Ceux qui pensent qu'effectivement c'est pas une bergère et que c'était une princesse, donc c'est les bâtardisants, puis il y a les survivistes qui pensent qu'effectivement elle n'a peut-être pas été brûlée à Rouen et qu'elle a peut-être survécu. Mais rarement les deux. Il y a que moi qui ne suis pas historien qui me dit qu'il y a les deux. D'une part c'est une princesse et d'autre part elle a survécu. Mais donc quand elle est finalement, quand quelqu'un est condamné à brûler, dans des conditions assez incroyables où on écarte les cendres pour faire voir que c'est bien une femme qui a été brûlée, mais oui, alors c'est ça, on a fait venir des gens. Elle est méconnaissable. Ouais, voilà, le corps brûlé en disant. Voilà, oui, c'est bien une nana, il n'y a pas de. Oui, mais bon, ça prouve quoi? Ça prouve que c'est une nana, c'est tout. Et on fait calciner, encore une fois, les restes avant de les jeter en scène. Il y a vraiment qu'il ne reste rien, il n'y a pas rien à savoir, même des siècles après, on ne pourra pas les déterrer encore. Il n'y aura pas un brin d'ADN à analyser, ça c'est clair. Bon, le bûcher est terminé, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Et alors aussi, petite précision, parce qu'on l'avait précisé dans l'émission, mais on peut le rappeler, le bûcher, il y avait des gardes qui gardaient les rues, et les gens n'ont rien pu voir en fait. Absolument, c'est une petite place qui doit faire, je sais pas, dans les 1000 ou 1500 mètres carrés. C'est pas peut-être 2000 au maximum. Vous mettez 800 soldats au coude à coude là autour, il n'y a plus rien à voir. Le plus proche spectateur, il est peut-être à 30 mètres. En plus, elle avait une capuche, oui, avec on l'a dit embronché, c'est-à-dire que c'est pas une capuche, c'est une espèce de mitre sur laquelle est en général marqué la condamnation. D'accord. Voilà. Une femme est brûlée. Qui est-elle? On ne saura jamais, à mon avis. En tout cas, selon moi, et un certain nombre d'autres, notamment des survivistes, elle est dans sa prison, et quand je dis prison, c'est une belle chambre, hein, elle n'est pas dans les sous-sols, elle est dans une belle tour. VIP, hein. Oui, c'est une prison VIP. Et elle reçoit la visite de Cochon qui lui laisse espérer, elle le sait, qu'elle va être sauvée, il n'y a pas de problème. Donc il y a une autre femme qui est brûlée à sa place, et elle, on suppose qu'on l'a fait sortir par le souterrain qui existe, et qui existe toujours. Et ce souterrain, qui mène directement de la cour du château du Bourreuil à l'extérieur, eh ben, il a servi encore relativement récemment, parce que dans l'époque moderne, les Allemands s'en sont servis pendant la guerre. Pendant la guerre mondiale. Voilà. En tout cas, à cette époque, un certain
Pierre de Menton aurait été organisé ou aurait été le principal acteur de l'exfiltration de Jeanne, et avec une petite troupe, il l'aurait conduite en Savoie, au château de Montretier, près d'Annecy, où encore aujourd'hui on peut visiter la chambre de la Pucelle. Alors, ça s'appelle comme ça. Oui. Et on peut avoir, évidemment, émettre un tas de doutes sur l'aspect plausible du fait que tout le monde croit que Jeanne est morte au bûcher. Et ben, il n'y a pas de raison que cette chambre de la Pucelle, ça soit celle de Jeanne d'Arc. Sauf que, si on fouille un petit peu, je vous parlais tout à l'heure de Bonne de Berry, dont le fils du premier mariage était devenu Amédée VIII de Savoie. Ce château de Montretier appartient au duc Amédée VIII et Pierre de Menton est son chambellan. C'est un peu comme un premier ministre, c'est pas un gars gestionnaire. Oui, secrétaire particulier, homme de confiance. Oui, homme de confiance, voilà. Et donc, Jeanne arrive et est l'hôte pendant 4 ans au château de Montretier de Pierre de Menton. 4 ans plus tard, on n'entend plus parler, c'est fini. 4 ans, l'eau a passé sous les ponts. À Orléans, on fait dire une messe toutes les semaines à l'église Saint-Sanson. On a des tas de gens qui répètent, qui pleurent, c'était une sainte, machin, etc. Et puis, 4 ans plus tard, une petite troupe se présente à l'entrée du château de Montretier. Et puis, bonjour, on vient chercher la prisonnière. Un semblant de résistance, au bout d'une demi-heure, les portes s'ouvrent, et Jeanne est déjà là toute prête avec le cheval harnaché et tout. Bon, quelque part, il y avait une certaine complicité. Et la petite troupe prend le chemin de Luxembourg. Ah, j'ai oublié un petit détail. À côté du château de Montretier, il y a un jet de pierre, à moins de 500 mètres, un petit lieu, un ancien prieuré, on ne sait pas trop, qui s'appelle Sion. Bon. C'est encore, mais... C'est anecdotique. Hein. Donc, Jeanne s'en va, elle part au Luxembourg. Là, au Luxembourg, elle est libre, elle est reçue par Élisabeth de Luxembourg, je crois, et elle épouse un chevalier qu'elle connaît depuis au moins 5 ans, parce que elle l'a rencontré pour la première fois au mariage de Baudricourt à Vaucouleurs. C'est d'ailleurs un cousin de Baudricourt. Et ce chevalier s'appelle Robert des Armoilles. Donc elle devient la dame des Armoilles. Et curieusement, elle ne se marie pas sous le nom de Jeanne, mais sous le nom de Claude. Et elle se fera appeler Claude des Armoilles, puis celle de France. Pourquoi se fait-elle appeler Claude? Plus c'est un nom masculin, j'ai envie de dire. Eh oui, c'est pas un nom masculin, c'est un nom ambigu. Ambigu, oui, voilà. Un peu les deux, comme on dit, certains mots qui sont les deux. Voilà. C'est un nom ambivalent. Peut-être que si on revient à ce qu'on disait tout à fait au début, à propos du bébé dont on avait une certaine incertitude sur le sexe, c'est peut-être pas Philippe qui s'appelait, parce qu'on sait que Philippe n'a pas existé, on n'a rien trouvé, même si on va à côté à Saint-Denis, il n'y a rien. C'est peut-être tout simplement que, dans le doute, on l'a baptisé Claude. Parce que, précisément, c'est un prénom qui pouvait faire les deux.
Oui, mais alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on l'appellerait Jeanne?